En fait, les multiples vitraux trouvés hors contexte prennent sens si on parvient à retracer leur trajectoire. La méthode consiste à rechercher, autant qu'il est possible, des comparaisons stylistiques et techniques avec les œuvres documentées, et au cas où la parenté se confirme, de cerner les circonstances des déposes, puis le cheminement éventuel depuis les ateliers de restauration vers les collections publiques ou privées. Alors ce type d'enquête tient du plaisir de la chasse, et le lâcher de gibier provient de facteurs tellement variables que j'ai eu beaucoup de difficultés à les classer. Donc les choses vont vous être proposées un petit peu en désordre. D'autant que de nouveaux terrains de recherche, de nouveaux cas ne cessent d'apparaître. Par exemple, les découvertes que j'ai faites en 2022 dans l'hôtel de la rue Barbet de Jouy, investi en 1924 par l'archevêché de Paris. Et les fragments sont disposés dans toutes les vitres, donc probablement à partir de l'investissement de cet hôtel en 24. Et il y a en plus des châssis en réserve qui nous ont été montrés. Ou encore au musée Victor Hugo, qui a été, je dois dire, je ne l'avais pas visité depuis longtemps et j'avais oublié qu'il avait des vitraux, mais un séminaire de Jean-François Pélos m'a fait y revenir, et le conservateur, le directeur du musée, Gérard Audinet, m'a dit qu'ils avaient été mis en place dans les fenêtres, dans diverses fenêtres qui sont sur cours à l'arrière du musée, vraisemblablement dès 1902 lors de l'aménagement du musée, et que les pièces auraient été tirées des réserves du musée Carnavalet, ce qui reste à approfondir. Et vous voyez, si on regarde un peu, on trouve de nouveaux terrains de jeu sans cesse. Alors l'exil des vitraux est la plupart du temps lié aux restaurations des monuments. Par exemple, l'architecte Boyce Vival, qui restaure une chapelle de l'abbaye de Neuvillers, découvre ce Saint-Timothée qu'il a donné en 1845 déjà, et il la donne directement en 1848 au musée de Cluny. Et il fait refaire sur place d'ailleurs une copie, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de respect de l'appartenance à l'endroit où on trouve les choses, en tout cas au XIXe siècle et même pendant une grande partie du XXe siècle. Alors l'exil des vitraux est la plupart du temps lié aux restaurations des monuments, comme je vous le disais, mais il y a des dispersions qui proviennent du changement de fonction d'un édifice. Par exemple, Saint-Guillaume de Strasbourg, qui est affecté dès le milieu du XVIe siècle au culte luthérien, est adapté à ce culte en 1589 par l'installation de ces tribunes de bois et qui provoque aussi l'enlèvement d'une grande partie des vitraux du XVe siècle parce qu'il fallait que les fidèles puissent lire leurs livres et donc ça explique que, par exemple, ce panneau du baiser de Judas se trouve non plus dans cette église, mais au musée de Haguenau. C'est-à-dire que très tôt, des vitraux sont passés dans des collections privées. La Sainte-Chapelle elle-même est un autre cas d'édifice qui a changé de fonction, puisque la Sainte-Chapelle de Paris, elle est entrecelée en 1806 pour installer les archives judiciaires, et tout ce qui est sous le plafond où on stockait les archives de palais de justice a provoqué l'enlèvement d'environ 200 panneaux qui sont dispersés en France et à l'étranger. Vous en connaissez dans de multiples endroits, dont ceux que, par hasard, j'avais repérés dans un château de Saône-et-Loire, à Cormatin, ce que très fièrement j'ai signalé à Louis Grodetti, qui les a fait déposer au musée de Châlons quelques années après. Enfin, disons que c'est son information qui a fait que les monuments historiques les ont fait déposer de ce château, qui était une propriété privée appartenant au directeur du casino de Monte-Carlo vers 1900. Donc, bon, pour moi, c'est un des quatre, je n'en ai plus de photos, mais
j'ai reproduit ce qui était dans le recensement de Bourgogne, et ça vient clairement de la première baie nord à cause de la forme des panneaux. Vous voyez que la bordure a été changée, on lui a collé une double bordure, et on devine le creux que faisait le fermaillet central. Alors évidemment, à côté des opérations raisonnées telles que l'accueil des vitraux de Saint-Vincent de Rouen détruits par des bombardements pendant la guerre, on a construit l'église Saint-Jean d'Arc en l'adaptant à la réception, à l'accueil de ces vitraux qui, eux, étaient restés en caisse, enfin, étaient préservés miraculeusement pour les caisses. Mais il y a aussi des erreurs de l'administration, telles que ces panneaux que Michel Hérol connaît bien, puisqu'il a travaillé sur la Bretagne, qui se sont trouvés à Trizac en Auvergne, hérité en 1991 de la chapelle Saint-Nicolas de Priziac, et c'est une regrettable opération qui était fondée sur la vague homonymie des deux communes. Et comme ils sont installés, vous voyez, avec un encadrement et tout, bon, ils y sont définitivement. Alors je vous parle du cas d'Annay parce que ça m'occupe en ce moment. On est à la veille de la publication d'une monographie collective sur ce château. Mais Annay, ça témoigne un peu de la complexité des pérégrinations des vitraux. Les appartements du château avaient reçu autour de 1548 des panneaux peints à l'émail blanc bien repérables parce que c'est très très particulier, inventé par Nicolas Borin. Et ces panneaux ont été adjugés en 1794 à un vitrier local, un vitrier d'Annay, qui les a détaillés en bouche-trou dans les églises du voisinage. Et à partir de 1845, les propriétaires successifs du château, c'est-à-dire le comte de Caraman puis Ferdinand Moreau, se sont efforcés de récolter les miettes dans les églises de la région autour d'Annay, puisqu'ils ont réussi à en trouver une bonne centaine, dont une cinquantaine a servi à reconstituer une fenêtre, évidemment largement complétée par le peintre verrier de Dreux qui s'appelle Moulin. Mais vous voyez par exemple les armes du Dauphin à gauche, qui prouvent d'ailleurs qu'il y avait des vitraux avant le décès des vitraux exécutés avant le décès de François Ier, puisque c'est un H pour Henri qui abrite les armoiries du Dauphin. Donc on est avant la mort de François Ier en mars 1947. Et également, parmi les fragments récoltés, il y a des fragments d'inscriptions qui étaient les commentaires des scènes mythologiques qui étaient représentées dans ce château. Alors s'ajoute à cela une pièce qui s'est trouvée chez Pierre Gaudin après 1957, me semble-t-il, parce que c'est la mort du propriétaire qui a signé ici, Jules Chappé, au Cognier, Le Mans 1911. Voilà, il a ajouté une véritable notice digne de nos travaux. En dessous, fragment de la main de Jean Cousin, provenant du château d'Annay, voir sur les grisailles d'Annay, étude sur Jean Cousin, par Ambroise Firmin Didot, 1972, Paris 1972, passe-temps. Voilà, et donc Le Prévost, c'est-à-dire Charles Le Prévost, qui était peintre verrier parisien, où il donne même son adresse, rue des Fourneaux à Paris, et cette notice, enfin, était une chose tout à fait curieuse, mais il est clair que c'est fragment d'un quatrain qui soulignait aussi une de ces scènes mythologiques, qui a été complétée d'ailleurs par une de nos collègues, une savante littéraire. Alors vers 1870, le sieur Moreau a fait
réalisé d'autres fenêtres pour vitrer les appartements du château. Et par exemple, dans celle-ci, cette vitre de Tourelle, j'ai reconnu, enfin il a glané dans le commerce d'art un certain nombre de vitraux. Il y a aussi des vitraux suisses et toutes sortes de choses qui vitrent certaines des pièces. Mais là, on reconnaît des vitraux civils du château de Pont. Vous voyez, pour celui qui est resté ancien au Louvre, voilà, il y a la même petite pièce en haut qui est employée là. Et le petit faune, là, on le retrouve aussi en bas de ces vitraux qui ont été faits pour Anne de Montmorency à Écouen et qui avaient été emportés par Alexandre Lenoir et exposés au Musée des Monuments Français de 1800 à 1816. Donc voilà un autre exemple de dispersion et de ce qu'on peut récupérer plus tard dans le commerce d'art, puisque Moreau ne fait ses achats qu'après 1860. Alors notre recensement des vitraux dont parlait Elisabeth n'est pas seulement parisien, comme vous le voyez. Ça, c'est un collègue lyonnais qui avait fait cet état des choses. Donc voilà, les 11 volumes publiés. J'ai ajouté les régions qui ont terminé l'opération en 2020 et 2021, je crois. Et voilà l'occasion de voir, quand on revoit les volumes, et je les ai reparcourus en nombre pour trouver les exemples intéressants. Et évidemment, on y trouve beaucoup de documents sur des vitraux qui ont quitté leur cadre d'origine et généralement leur histoire est précisée. Par exemple, les vitraux employés sur place à Villebadin, il est clair que ce n'est plus cohérent, mais ce sont des débris déplacés dans l'église rebâtie en 1821. Et là, dans l'état actuel, remise dans une nouvelle présentation par Michel Petit en 1990. À Solesmes, il y a également une notice sans illustration, mais j'ai trouvé ces photos. Ce sont la baie d'axe de l'abbatiale avait été démontée avant la reconstruction du chœur en 1865 et il se trouve qu'elle a été démontée maladroitement, elle a été plus ou moins cassée et il en restait les tympans qui avaient un peu mieux survécu et qui sont conservés en caisse à l'abbaye. Et on voit la qualité quand même de ces choses-là qui datent de 1532. À Ussel, Notre-Dame de la Tourette, c'est en principe un reste du vitrail du chœur, vraisemblablement celui de l'axe de l'abside, qui a été démonté et longtemps appliqué contre une vitre du côté nord, et puis en 1991, la ville, la mairie a payé cette nouvelle présentation en vitrine avec un éclairage artificiel appliqué aussi contre un des murs de l'église. Alors on voit que il y avait une crucifixion, vraisemblablement le donateur devait être plus bas et ce n'est que deux pauvres panneaux qui subsistent de quelque chose qui devait être beaucoup plus grand. Encore en Corrèze, Alexis de Noailles, enfin, l'église, disons, de Noailles, a hérité de la collection, enfin d'une partie de la collection réunie vers 1830 par Alexis de Noailles dans son château de la même commune, qui comprenait des panneaux normands. Enfin, ça me paraît évident, mais c'est moi qui le dis, mais par comparaison avec tout ce que nous avons vu en Normandie avant la publication du recensement de 2001. Et ils sont passés à l'église par la volonté d'une descendante qui les a fait remonter en 1937 par Francis Chicot. Alors à Rochefort-en-Terre, Michel Herold avait vu dans le Morbihan cette collection des peintres Klotz, et qui sont accrochés ça et là et qui sont généralement des pièces provenant du domaine breton, mais il a surtout identifié
cet ange qui vient d'une bordure, cet ange musicien, qui vient d'une bordure d'une des baies de la chapelle axiale de la cathédrale de Rouen, et qu'il connaissait puisque 4 autres avaient été achetés en 1997 par le musée des Antiquités de Rouen. Et voilà à quoi ça ressemblait quand c'était in situ, c'est-à-dire que je vous ai mis une flèche là pour vous montrer ces bordures avec des anges musiciens. Alors souvent on n'a pas de traces, c'est plus facile de retrouver des choses du Moyen-Âge, du 13e, 14e, que après, où les vitraux sont tellement nombreux. À Belcastel, par exemple, Fernand Pouillon, qui était l'architecte bien connu, a acheté ce château en 1974, l'a restauré pendant 6 ans, et l'a reconstruit, on pourrait dire, pendant 6 ans, parce que c'était une ruine où il a restitué un château du Moyen-Âge. Et il a vitré toutes les fenêtres avec des morceaux vraisemblablement trouvés dans le commerce d'art, comme il avait fait d'ailleurs dans une maison à Paris qui se trouve dans l'île de la Cité, à l'angle de la rue des Ursins et du quai. Je cherche le nom du quai, mais c'est bon. En tout cas, au flanc nord de Notre-Dame, si vous voulez, et où j'avais remarqué de longue date des morceaux de vitraux comme ça, avec des altérations qui prouvent que c'était des vitraux anciens, donc comme ceux-là. C'est à la fois des têtes de différentes époques, mais également des fermaillets, enfin des choses multiples et diverses qui sont, sauf miracle, impossibles à identifier. Alors certaines rencontres, malgré tout, tombent à pic pour bénéficier au recensement. Michel et moi, nous avons eu accès en 1993 aux OAR, c'est-à-dire les œuvres d'art des collections privées confisquées, récupérées et non réclamées après 1945, qui sont en réserve au musée du Louvre. Ce qui nous a permis d'intégrer 2 œuvres au volume 5, c'est-à-dire Lorraine et Alsace. La Sainte-Catherine de Saint-Nicolas-de-Port, qui s'était trouvée auparavant en bouche-trou dans la baie axiale de Saint-Nicolas-de-Port, et puis ces 6 panneaux qui sont depuis présentés au département des objets d'art du musée du Louvre, mais qui proviennent d'une verrière allemande dont le musée de Strasbourg venait d'acheter d'autres panneaux, avait acheté à la vente à César d'autres panneaux de la même verrière, dont voilà, cette présentation au temple, ça marche avec ça. C'est évidemment une verrière allemande. Il y en a d'autres morceaux qui pourraient venir du même site au musée de Lyon, et je n'avais pas de photos des verrières à grands médaillons comme celle-ci, qui existe à Saint-Saturnin de Tours, remontée en 1887 après avoir été achetée au propriétaire du château de Chenonceau. Vous voyez, donc il y a des circulations comme ça de choses tout à fait extraordinaires. Et comment ces vitraux allemands sont arrivés chez nous? Enfin, comment César avait, par exemple, ces panneaux allemands? Les chemins sont quelquefois voués à rester mystérieux. Alors cet état des lieux que présente le recensement tel qu'il est publié maintenant mériterait d'incessantes remises à jour. Par exemple, les restes de la légende de Saint-Vincent de l'église de la Châtre, que Véronique David, ici présente, a recensé au musée de la Châtre, au musée Georges Sand, en 1981, ont été rendus à Jean Lécuyer en 2010 par Michel Hérode. Autre cas, beaucoup plus minime, Dives-sur-Mer, le circuit des vitraux de Dives-sur-Mer, enfin ce qui en subsiste en tout cas, a été parfaitement retracé dans le volume 8 en 2006, c'est-à-dire la Basse-Normandie. Il nous compte les mouvements des oculi du tympan axial de l'église,
remplacé par Duhamel Marette en 1875. Lafon les a reconnus dans cette collection privée, c'est-à-dire une hôtellerie locale, Guillaume le Conquérant, qui était en fait la maison d'un collectionneur. Et il se trouve que cette collection a été dispersée en 1973. Or, Yves Lécroix, qui était conservateur des antiquités, conservateur plutôt des monuments historiques de Normandie à l'époque, en 1982 les a repérés dans une vente parisienne. Alors ils ont été rachetés par la commune et déposés à Champs-sur-Marne jusqu'à 2008. Voilà d'où ça provenait. On comprend qu'il y a un petit creux comme ça d'un côté, puisque ça vient des oculis de la baie axiale de Dives-sur-Mer. Et maintenant, on les voit, donc postérieurement à la publication de la base Normandie, ils ont été récupérés par la ville de Dives-sur-Mer et on les voit au syndicat d'initiative. Alors l'hôtel Kinski à Paris avait fait l'objet d'une notice très très inefficace dans le premier volume en 1978. C'est 53 rue Saint-Dominique et ça la maison hébergeait la direction de la musique. Alors voilà deux verrières qui bénéficient depuis de la publication de sérieuses précisions. Ces deux vitraux proviennent de la chapelle du château de la Carte, en Indre-et-Loire, et ils avaient été réalisés vers 1500 pour Jacques de Beaune, propriétaire du château à l'époque, et ils ont été acquis en 1895 par celui qui possédait l'hôtel en question, Alfred Sibel. Cet hôtel a été vendu par l'État en même temps que celui qui nous abritait à l'époque, en 2006, à la famille princière du Qatar, et avec Michel Hérold, on les a revus, mais après des sérieuses négociations avec les avocats londoniens de la famille princière en question. Alors, objet du même ordre, enfin bon, mais voilà, la Bretagne a été inventoriée après la Haute-Normandie. Donc, en Bretagne, nous avons vu que à l'église Saint-Germain de Rennes, il y a une restauration importante qui fait que René Échappé a regroupé les verrières, les a concentré beaucoup de scènes dans une grande baie sud en tout cas, et comme tout ne tenait pas, il lui a été abandonné un certain nombre de panneaux qu'on retrouve au château de Gaillefontaine, en Seine-Maritime, et qui était jusque-là supposé venir d'autres sites de Bretagne, c'était dit de Quimper et de Pleuhermel, mais ça marche clairement avec ce qui a été là. Et celui qui a fait le travail à Gaillefontaine, c'est l'élève de Échappé qui s'appelle Henri Babonneau. Donc c'est pas le hasard que ça soit entre ses mains en 1888. Alors, autre chose, ça c'était un détail qui aurait pu s'ajouter au recensement 6 en 2001, mais il y a des reprises, des addenda plus conséquents, tels que celui qu'on pourrait faire à Strasbourg, où l'installation du chœur de Saint-Thomas a été complètement modifiée en 1776 par Pigalle, qui a sculpté le mausolée du maréchal de Saxe. Bon, le chœur a été éclairé à ce moment-là tel qu'il le voulait lui, c'est-à-dire qu'une seule verrière a été mise en blanc du côté sud, et le reste a été bouché. Et c'était muré jusqu'à ce que Gérard Lardeur refasse ce que vous apercevez là de part et d'autre du mausolée, dans les B1 et 2 on peut dire, la 3 aussi, et la 4 il a fait quelque chose de beaucoup plus clair pour respecter cette ancienne disposition où il y avait une seule baie qui éclairait.
Alors, il se trouve que tous les vitraux qu'on a enlevés quand on a fait ce travail en 1776, il y a des panneaux du musée de l'œuvre de Notre-Dame qui étaient jusque-là supposés en provenir. C'est-à-dire celui qui est là à gauche. Il y en a d'autres qui se trouvent, par exemple, à Glasgow, dans la collection Burrell, qui a été réunie en 1949. Et la question a été reprise voici une bonne vingtaine d'années, suite à l'accueil d'un Strasbourgeois, M. Wernert, qui m'a donné accès à ses archives familiales et qui m'a montré 2 panneaux, qui sont ceux-là, qui étaient restés en sa possession, mais que sa grand-mère avait acheté en 1909 avec une dizaine d'autres de l'ancienne église des Dominicains et non pas de Saint-Thomas. Ce que savait l'atelier local qui les stockait depuis 1850. Alors, lors de la succession de la grand-mère, en 1925, ils ont été vendus à un antiquaire qui a pris les sujets de l'Ancien Testament uniquement, mais qui lui a laissé à la famille les 2 sujets du Nouveau Testament. Et dont ceux du musée d'ailleurs, qui appartenaient à qui ont été vendus par cet antiquaire. Et il se trouve que un peu après, enfin une dizaine d'années après, le monsieur qui m'avait reçu les a mis en vente chez Sotheby's et ils ont été préemptés par les musées de Strasbourg grâce à l'élan du mécénat local et ils sont exposés depuis 2012 avec les autres qui en fait appartenaient à la même composition parce que c'était un vitrail typologique. Les scènes dans une fenêtre, c'était fait pour une fenêtre à 3 lancettes. Il y avait au centre la Passion et de chaque côté les panneaux de l'Ancien Testament qui commentaient chaque scène de la Passion. Voilà, et on peut reconstituer ça que quand on récupère tout ce qui est passé. Il y a des remplois aussi des Dominicains à la cathédrale de Strasbourg, dans la chapelle latérale nord. Enfin bon, voilà, comment on peut reconstituer les choses, mais en un certain nombre d'années. En tout cas, ce qui dans le recensement 5 est donné à saint Thomas parce que tout le monde le croyait, c'est faux. Et ça mériterait d'être amendé. Alors il y a aussi les effets du hasard. La cathédrale de Quimper a été vitrée, le haut chœur a été vitré en 1415 par le duc Jean V. J'ai mis les armoiries là, du duc Jean V, mis partie de sa compagne qui était une fille de Charles VI. Bon, et donc, toute une série de nobles de son entourage. Alors Jean Lafont a reconnu dans le château de Castelnau-Bretenoux, dans le Lot, l'abbé Axial en 1960. Et ce château avait été acheté en 1896 par un ténor de l'opéra français qui s'appelle Jean Mouliéra, et lequel a fait vitrer, aménager, enfin collectionner des vitraux, mais aussi des quantités d'œuvres d'art du Moyen-Âge, puisque là on voit un retable, des dais, enfin des choses extraordinaires. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Il se trouve que il a reconnu cette verrière grâce au livre de Hautain, publié en 1896, parce que Hautain était compagnon de Luçon qui restaurait ses vitraux en 1876-1868, et en tant que compagnon de l'atelier, il a pris des tas de dessins qu'il a donc publiés en 1896 dans son livre qui s'appelle Le Vitrail, et ça assure naturellement de la ressemblance, et Lafont avait ça dans l'œil et n'a pas loupé. Alors d'autres rencontres inattendues devaient ajouter au dossier. Il se trouve qu'au panneau de l'abbé Axial s'ajoutent d'autres morceaux.
en particulier compris dans des panneaux d'antiquaires qui m'ont été signalés quand on recensait les vitraux de la Haute-Normandie par la conservation des antiquités et objets d'art de l'heure en 92. Donc la veuve de l'antiquaire Robert Bouquerel, 1900-1982, il se trouve que Chantal Bouchon, ici présente, je connais bien, avait des vitraux dans son grenier. Et en effet, elle avait une douzaine de panneaux d'antiquaires récupérés par son époux au château de Nagel en 1942 parce qu'il avait été averti que ce château allait être démoli pour faire place à un terrain d'atterrissage pour les avions pendant la guerre. Vous voyez. Donc, ces vitraux étaient constitués, on n'avait évidemment aucune idée de la provenance de ces pièces très, très disparates. Et puis, presque tous ces panneaux étaient constitués autour d'une tête centrale qui avait des caractères un peu particuliers. Alors, il se trouve que un peu plus tard, en fin 93, j'ai eu l'occasion de monter sur l'échafaudage du chœur de Quimper, parce que la restauration était en train de s'achever aux mains de Jean-Pierre Le Bihan et de Michael Messonnet, le second m'invitant à voir de près ces choses-là, parce que même si on n'était pas en train de recenser la Bretagne, c'était une occasion unique. Il faut dire que l'édifice était inauguré en décembre et là on était le 1er novembre. Donc j'y suis allé, je me suis précipité et j'ai reconnu des têtes qui étaient familières parce qu'elles faisaient partie des panneaux en question, des panneaux d'antiquaires de Conchanouche. Et en plus, un certain nombre d'entre elles étaient dessinées dans le livre de Hautain. Donc ça, c'est la pièce ancienne, authentique. À gauche, c'est la copie actuelle. Bon, et on s'explique comment ça vient. En voilà une autre. Et l'architecte des monuments historiques, Benjamin Mouton, m'a montré les pièces qui faisaient retirer, qui avaient été copiées par Luçon sur les originaux. Et qui sont dans un dépôt de la cathédrale. Et alors effectivement, quand on compare la pièce ancienne faisant partie des panneaux d'antiquaire et les pièces de Luçon qui avaient mal vieilli et qu'il a fait remplacer, on voit qu'il avait calqué simplement, très exactement, sur le panneau ancien, les têtes qui étaient corrodées ou barrées de plomb de casse. Parce qu'à l'époque, on préférait la lisibilité à l'authenticité. Ça comptait. C'est la déontologie du temps, si vous voulez. Alors, Luçon avait donc calqué par transparence toutes les pièces en question. Et il se trouve que le dossier allait avoir une suite quand une conservatrice du musée du Louvre, Cécile Scalieres, m'a soumis ce que venait de lui montrer un collectionneur d'Angoulême qui, lui, avait acheté des pièces au château de Tardets-Sorolus en Pyrénées-Atlantiques. Ce qui veut dire que nos panneaux d'antiquaires sont d'un château de Normandie, mais là, d'autres se trouvaient dans un château du Pays Basque. C'était d'ailleurs le château d'Aguerre, vraisemblablement, qui était devenu la mairie en 1919. Donc c'est sans doute la ville de la commune de Tardets qui les a vendus. Alors on y retrouvait, une fois que j'ai vu les photos, il était facile de rechercher celle de droite m'avait frappé parce que je me souvenais bien de ce qu'il y avait en place à la cathédrale, et celle de gauche, on la reconnaît aussi, vous voyez. On a même si c'est des copies au second degré actuellement, on voit le rapport d'une façon très évidente. Et ce monsieur a aussi, parmi ses acquisitions, des pièces qui venaient du transept et de la nef.
ce que je n'ai vu qu'après la publication du recensement de Bretagne, parce que je n'avais pas imaginé que nous avions dans ces panneaux trouvés à Conchanouche des pièces qui pouvaient venir d'autres choses que le chœur. Moi, c'est le chœur qui m'avait frappé. Or, quand on regarde la tête de Christ, c'est celle qui se trouve en place au transept sud et qui est datée de 1496. Voilà une autre tête de la nef. Et comme à l'époque je n'en savais rien, j'ai bêtement illustré une donatrice de la baie 123 de la nef, en fait de la cathédrale de Quimper, qui est en fait un faux copie d'une tête qui se trouve dans un des panneaux d'antiquaire. Et on voit jamais assez large et les choses les recherches se prolongent à travers des années. Alors c'est aussi la mémoire visuelle qui fait que, par exemple, ça, je l'avais vu dans le coffre de Gaudin, et je l'ai reconnue parce qu'elle était photographiée dans le volume 1 du recensement. Et cette Sainte Catherine figure dans ce volume 1, et là encore, en cherchant un petit peu, on voit que si on l'a laissé à Félix Gaudin, c'est parce qu'il avait restauré les verrières des chapelles de Saint-Sulpice en 1910, et là encore, on lui a fait refaire, pour être plus net, des pièces qui étaient barrées de plomb de casse. C'est vraiment une démarche générale, c'est-à-dire qu'on veut des choses lisibles et non pas des choses abîmées comme celle-ci. Alors d'autres recherches sont tout à fait ponctuelles et différentes. Je parle ici du trajet qui nous a amené à regarder la verrière de Salomon de Chastelain qui se trouve à Saint-Gervais. Elle a été prêtée en 1993 à l'exposition Vitraux parisiens de la Renaissance qui a été organisée par Guy-Michel Leproux à la Rotonde de la Villette. Et elle passait pour extrêmement restaurée. Il y avait la sagesse de Salomon, 1531, elle est datée. Elle passait pour très restaurée, mais on l'a examinée sur table dans l'atelier Pinto à Tusson avant l'exposition, enfin 6 mois avant, et on s'est aperçu, par exemple, dans cette scène, il y a 3 têtes qui ne marchent pas, qui ne sont pas d'origine, celle du personnage de droite et celle des 2 mères. Vous voyez, les 2 femmes qui sont campées dans les lancettes centrales. Bon. Il se trouve que, en recherchant d'autres emprunts possibles qu'on pouvait faire pour l'exposition, on a exploré les réserves du musée des arts décoratifs. Et là, on tombe sur cette pièce, cette espèce de panneau inventé en fait par Félon, c'est-à-dire quand on regarde les registres d'entrée, c'est Félon qui a donné ce panneau qu'il a fabriqué lui-même en changeant le chapeau du personnage, en gardant la date de 1531 d'ailleurs en haut, ce qui est quand même rigolo. Et il a donc offert comme une œuvre de Jean Cousin au musée des arts décoratifs en 1882. Il était d'ailleurs exposé dans l'escalier pendant longtemps, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et là, elle était en réserve. Alors, là encore, c'est l'effet de l'étude de Firmin Didot en 1872 qui fait que cette verrière sur laquelle il y a marqué Félon avait marqué en 1868 en la restaurant verrière de Robert Pinégrier, bon, c'était ce qu'on croyait à l'époque. Là, maintenant, ça devenait Jean Cousin. Et donc, on a emprunté ce panneau. Voilà. Et Elisabeth Pillet a ajouté à cela en 2010, dans son ouvrage sur les vitraux du 19e siècle, qu'une tête féminine a été donnée par Félon au musée de Cannes en 1886, et aussi dite de Jean Cousin. Donc, c'était l'une des mères, l'une des deux autres, voilà. C'était vraisemblablement l'une ou l'autre, mais il l'a reprise
dit-elle, parce que abîmée, enfin, elle lui a été rendue, donc on ne peut plus aller la voir au musée de Cannes, mais c'est dommage. Et la troisième est à retrouver. Donc voilà la chasse toujours ouverte. Alors une autre aventure a fait naître des recherches après la consultation d'Alain Gzell en octobre 1994 au sujet de la donation qu'il envisageait de faire de 800 dessins et maquettes de son aïeul Gaspard Gzell. Et, nous a-t-il dit à la fin de l'entretien, et il avait aussi des vitraux en réserve dans sa maison de campagne. Alors on s'est intéressé vivement à ces vitraux qui nous a fait connaître. En fait, c'était 17 panneaux d'antiquaires qui sont avérés extrêmement intéressants, puisque voilà, en voilà un qui contient une tête de Saint-Denis, en haut à gauche par exemple. Et voilà, un autre élément de Saint-Denis, c'est un panneau de bordure qui ne peut être que de là, mais c'est tellement bien documenté, et voilà. Alors on comprend comment c'est rentré en sa possession. Axel, c'est que ces vitraux avaient été... enfin, ce qui me l'a fait comprendre, disons, c'est qu'en plus de la tête d'une verrière 12e que le musée Carnavalet a exposé comme ça, il y avait d'autres petits morceaux du XIIIe siècle qui, en fait, étaient aussi à Saint-Denis et qui proviennent de Sainte-Vaubourg, une abbaye normande qui a été détruite en 1793 et qui avait été acquis par l'architecte Debray lorsqu'il restaurait Saint-Denis en 1832 pour compléter le vitrage de l'abbaye. Et c'était passé chez Émile Laurent qui n'était autre que le beau-père de Gzell en 1847. Voilà. Donc que Gzell ait gardé cela, ça se comprend. Voilà. Et on a aussi reconnu là-dedans des vitraux de Moron que Michel Hérold a pu vraiment raccorder en inventoriant le Morbihan. Et ce n'est pas étonnant puisque Gzell avait renouvelé la baie d'Axe de Moron en 1867. On y a vu également un ange de Ferrières-en-Gâtinais, puisque c'est dessiné ici par l'architecte de l'époque, dont je cherche le nom, qui s'appelle Albert Delton, dessin de 1850, qui montre que la forme très très particulière des ajours latéraux du tympan prouve que ça vient forcément de là. Ça veut dire que cet ange était abîmé, et voilà à quoi ça ressemble maintenant qu'il est refait par Gzell. Donc il manquait la pièce qui est en bas, et il lui a fait les mains un petit peu différentes alors qu'elles étaient en prière, mais voilà. Bon, et puis c'est resté chez lui, comme bien souvent. Et alors la découverte la plus spectaculaire, c'est Guy-Michel Lecaux qui l'a faite. Dans ses panneaux extraordinaires, il y avait cet évêque qui tenait une statuette, qui lui a fait penser immédiatement à l'histoire de Notre-Dame d'Argent, qui n'existe plus à Saint-Gervais, mais qui est documentée, qu'il connaissait par des documents. C'est une statuette qui avait été, une statuette de la Vierge, qui avait été cassée rue du Roi de Sicile par un impie, et en 1528, et il se trouve qu'un donateur a offert en 1530, donc enfin peu après, en tout cas avant 1531, puisque c'était dans la verrière qui précédait celle de Salomon, datée de 1531, une histoire de Notre-Dame d'Argent, c'est-à-dire le roi François Ier restituant la statuette, reconstituant la statuette et l'offrant à l'évêque de Paris. Alors ce panneau, il l'a retrouvé grâce à ce qu'il connaissait de l'église Saint-Jean-Baptiste de Nemours, où il se trouve que, là on est en 1550, donc ça n'est plus Chastelain, mais c'est le successeur de Chastelain qui a épousé sa veuve en 1543, c'est-à-dire Laurent Marchand, et on retrouve exactement le même sujet. Alors évidemment, François Ier remplacé là, parce que c'est Louis VII, qui offre la mâchoire de Saint Jean-Baptiste à l'évêque de Sens.
Mais le panneau de l'évêque, c'est exactement ça, avec son acolyte. Le petit garçon qui était en dessous, là, il y est aussi. Et puis, en arrière, il y a deux clercs qui, dans la restitution que Anne Pinto a faite avant que ce soit exposé en 2017, elle a copié le modèle sur les deux clercs, justement. Enfin, c'est bouché maintenant par une copie de cette pièce prise à Nemours. Alors donc, on a un exemple de ces cartons employés, c'est tout à fait intéressant. Alors, les collections sont souvent encombrantes. Monsieur Alain Gzel voulait certainement perpétuer la mémoire de son ancêtre, mais n'avait pas non plus hésité à se débarrasser, en offrant à Carnavalet, les 17 panneaux de vitraux qu'il avait gardés. Là, à la Haie du Teil, j'étais tombé dans l'heure donc sur cette inscription qui désignait Artem Panier, en mémoire d'Artem Panier, qui était mort en 1882 et qui était un érudit de Lisieux. Et sa sœur s'était débarrassée dès 83 en donnant à l'Église cet élément de sa collection, dans lequel on peut supposer que ce sont des panneaux qui viennent de l'abbaye de Jumièges. Autre exemple, à Strasbourg, le musée de l'œuvre Notre-Dame possédait des vitraux de l'église Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, elle avait été bâtie elle a été inaugurée, consacrée en 1481, si je me souviens bien. Et il se trouve que elle a brûlé en 1904. Et quelques panneaux abîmés ont été acquis par le musée de l'œuvre Notre-Dame en 1908. Donc c'est ceux-là où on voit, ils sont tous craquelés parce qu'ils ont subi la flamme. Or, ils ont été rejoints en 1995 par un lavement des pieds intact qui nous a été signalé tout à fait miraculeusement parce qu'ils étaient entrés dans une collection privée. Alors en fait, un Strasbourgeois les avait en main avant 1856, parce que c'est un repère qui est donné par la bibliographie. Il y a une description très très précise des vitraux de Sainte-Madeleine publiée en 1856, dans lequel ce lavement des pieds ne figure pas. Donc il avait ça en main avant, tout en sachant que ça venait de Sainte-Madeleine, et il se trouve que l'héritière de cette famille trouvait l'objet encombrant et elle s'est adressée pour s'en défaire aux spécialistes, entre guillemets, qui étaient susceptibles de s'y intéresser. D'où notre prompte visite à Nantes et la mise en contact de cette dame avec le musée de l'œuvre Notre-Dame qui a récupéré donc, ce panneau qui est intact et magnifique, enfin, magnifique œuvre des années 1480 de la fameuse association strasbourgeoise qui regroupait Peter Hemmel et les meilleurs verriers de Strasbourg. Alors, autre histoire de collection qui est tout à fait insolite, c'est une collection offerte anonymement à un prêtre du diocèse de Caen qui l'a affectée à la chapelle du Petit Séminaire, qui est l'actuel Institut Saint-Paul à Caen. Et cette collection a été posée en 1939 par Jean-Jacques Gruber, qui les a réparées aussi en 1950 suite au bombardement, puisque Caen a souffert en 1944. Alors, il se trouve que Jean Lafont les a vus à la fois chez Gruber et in situ plusieurs fois, donc on dispose de ses notes, et il a écrit en 1956 un article sur les vitraux civils où il évoque justement ceux qui l'avaient intéressé. C'était une histoire de la condamnation de Banquez après un fabliau, enfin bon,
il parle beaucoup de ça. Et tous ces vitraux sont encadrés par des compléments de Jean-Jacques Gruber. Alors, il se trouve que moi, Hervé Capzas, un de nos bons collègues, m'a signalé que ça existait, cette collection, et j'y suis allé en 88, je crois, au bon moment, puisque je recensais les vitraux d'Alsace, pour reconnaître une scène de la vie de Sainte Agnès de Célestat. Vous voyez, un petit agneau au pied, donc c'est Sainte Agnès, sans aucun doute, coupé en deux malencontreusement, mais parce que la chapelle a des meneaux, et Gruber s'est arrangé pour présenter ces panneaux, mais qui sont généralement défigurés par cette scission. Et voilà, à Célestat, il reste d'autres scènes. Il y a la moitié des scènes, 7 des 14 scènes qui sont conservées. J'ai agrandi une qui est plus grande, où on voit que de chaque côté, vous voyez, il y a des prophètes dans des petits dés, comme ce qu'on voit ici. Enfin, c'est clair que c'est la même verrière. En plus du fait que la Sainte Agnès a les cheveux blonds toujours découpés de la même façon. Alors il se trouve que en plus de ces vitraux, il y avait aussi des vitraux italiens. Ça vient de la cathédrale de Milan. Je n'ai que des photos tirées d'un article que j'ai fait en 2001, mais celles du service de l'inventaire qui sont en ligne étaient trop mauvaises. Donc deux verrières différentes, une vie du Christ, enfin là c'est un détail mais c'est plus grand, et sont des panneaux immenses qui ont plus d'1,10 m de haut, enfin bon, et un fragment de la vie de Saint-Éloi, qui sont des verrières des années 1480, faites pour la cathédrale par Nicolas de Varallo, qui est peintre verrier au service de cette cathédrale à ce moment-là. Et il y avait également des éléments d'une production des années 1440 dans le milieu du Rhin moyen, vraisemblablement venus de l'église de Partenheim, qui a été dégarnie en 1821 ou 1811, enfin très tôt au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait déduire de cela? Il se trouve que il n'y a aucun vitrail normand dans cette collection, déjà, première chose. Les archives de l'évêché de Bayeux-Lisieux et celles du séminaire ne livrent pas le nom du collectionneur. Lafont avait noté une chose dans ses notes, ces vitraux sont supposés porter malheur à tous leurs propriétaires, on veut les donner. Et ce qui indique qu'ils ont plusieurs fois changé de main. Et ils n'ont pu être réunis avant 1830, parce que c'est la date de la dépose générale des vitraux de Célestat, qui n'ont été remontés qu'en 1968 par Max Ingrand. En ce qui concerne Milan, les Bertini, qui étaient les restaurateurs de la cathédrale à partir de 1827, ont aliéné beaucoup de panneaux. En particulier de la vie du Christ, puisque j'en ai un aussi à Caen. En 1838, il a restauré cette vie du Christ qui a perdu des scènes, dont celle achetée par Isabella Stewart Garner, qui est la fameuse collectionneur de Boston, à un antiquaire de Nuremberg en 1875. Et donc, le commerce voyage d'un pays à l'autre. Et la conclusion, c'est que cette collection a sans doute été réunie en Allemagne, à cause de Célestat, à cause de Partenheim, à cause de ces panneaux italiens qui filent jusqu'à Nuremberg. Bon. Et on peut supposer qu'elle a été délaissée dans les années 30 par quelqu'un qui fuyait le régime nazi. Alors, on va s'attarder aussi un peu sur les retraits volontaires qui ont été faits au XVIIIe siècle. Cette recherche a été initiée par un article en partage avec Guy-Michel Leproux et Elisabeth Pillet en 1997, l'étude de la nef mettant dévolue.
Alors, elle est éclaircie, comme je l'écris là, en 1751. Et quand on regarde les 8 fenêtres de chaque côté, les 4 fenêtres de chaque côté plutôt, on voit que chacune a perdu 18 panneaux, multipliés par 8, ça fait 96 si tout était conservé. Alors, les registres de fabrique que nous avons évidemment consultés avec avidité nous ont informé que ces vitraux avaient été cédés au vitrier, qui s'appelait Philbert Lefort, pour régler près de 5000 livres de ses travaux en 1758. Alors, ce qui précède évidemment leur dispersion. Il y a des bouches-trous à Saint-Étienne-du-Mont. Ah oui, alors je voulais vous montrer ça parce que en associant, par exemple, dans la première verrière de la Vierge, on voit que tout n'est pas intact. On a gardé 2 scènes de chaque côté sous les tympans, mais si on regarde cette annonce à Joachim, en bas, c'est les pieds d'un lavement des pieds, vraisemblablement, qui se trouvait dans la verrière d'en face, c'est-à-dire celle du Christ. Vous voyez, donc il y a un petit mélange déjà interne qu'il est intéressant de regarder. Et toutes les scènes ne sont pas à leur emplacement d'origine. C'est-à-dire qu'on a gardé, Philbert Lefort, il a gardé les meilleurs et puis il a déposé les autres. Alors donc, un bouche-trou, des bouche-trous retrouvés à Saint-Étienne-du-Mont, ce qui est la preuve, dans cette verrière restaurée au XVIIIe siècle, qu'il en a vendu à des confrères. Là, en l'occurrence, à Saint-Étienne-du-Mont, à Pierre Levieille, qui était le vitrier en charge de Saint-Étienne-du-Mont. Vous voyez là, cette verrière basse, c'est des éléments qui se trouvaient dans cette verrière de Saint-François de Saint-Méry que je vous présente à droite. Et le style rend la chose tout à fait incontestable. Alors, au château de Luxe, déjà, avec Laurence de Finance, en recensant la Bourgogne, nous étions tentés par l'attribution à la production parisienne vers 1500 de 3 panneaux qui ornent la chapelle du château de Luxe en Côte d'Or. Les 2 qui sont en haut, depuis, on peut être sans problème réattribués l'un à la verrière du Christ de Saint-Méry, la Saint-Maritaine au Puy. L'autre, c'est évidemment dans la vie de la Vierge. De l'autre côté, c'était la naissance de la Vierge. Et puis la troisième posait plus de problèmes parce qu'elle est moins large. Là les dimensions correspondent à ce qui se trouve dans la nef de Saint-Méry. Celle du bas, que je vais vous montrer mieux, j'avais envisagé que ça pouvait venir de la fenêtre occidentale qui se présente comme ça maintenant. Et il se trouve qu'en grimpant sur le balcon, ce qui n'est pas très difficile, puisque c'est accessible et bien protégé, on voit apparaître le bas des meneaux qui compartimentaient la fenêtre. Donc en fait, vous avez 5 bases, une plus épaisse au milieu, et puis de chaque côté, qui prouvent qu'il y avait 6 lancettes. Et quand on mesure entre deux de ces bases les 6 lancettes, on retombe sur la largeur du panneau de luxe. Alors de là, le sujet nous paraissait aussi plus mystérieux, mais en fait on comprend que c'est une cour céleste qui était représentée avec des anges autour, donc des saints comme ça. Et il se trouve que, merveille, je suis tombé sur un catalogue de la vente Monel, une vente organisée à New York en 1930, de la collection d'Ambrose Monel, qui est magnifiquement illustrée de 6 panneaux qui étaient vendus à ce moment-là de cette collection. Et il se trouve que l'un de ces panneaux a été acheté par l'Art Museum de Chicago. Michel connaît bien. Et les 2 autres ne sont pas localisés, mais enfin on voit comment ça fonctionnait. Ceux qui avaient des anges autour, comme celui de Chicago, celui de Chicago à gauche, ou celui du bas avec le Saint-Sébastien, étaient en bordure de cette cour céleste, et ceux qui n'ont pas, comme ces donatrices, qui n'ont pas d'ange,
était dans les meneaux du milieu, puisqu'il y avait une foule représentée comme ça dans toute la largeur des six meneaux. Et puis, dernière trouvaille, tout à fait insolite, je ne vous ai pas dit aussi que ces panneaux Ambrose Monel, donc vendus en 1930, avaient été achetés par lui à Paris en 1910 et en 1909, et ils étaient de provenance anglaise à l'époque parce qu'ils avaient appartenu à Lord Carrington en Angleterre, dans le coin de Buckingham. Donc voilà les voyages, c'est-à-dire que le vitrier il en vend à des confrères, et puis après la Révolution, le commerce d'art se développe particulièrement en Angleterre, donc des tas de gens en achètent, ça reste un certain temps, puis après c'est vendu, ça passe aux États-Unis, et puis des États-Unis, figurez-vous qu'il y en a qui sont passés à Cuba. Alors c'est peut-être des choses qui sont entrées après cette vente, mais qui m'ont été signalées par notre collègue allemand Hartmut Scholz, parce qu'il se trouve que le musée de la Havane les expose depuis 2003, et la conservatrice de l'époque, les croyants germaniques, avait consulté nos collègues du corpus allemand. Alors Hartmut Scholz a tout de suite compris que c'était français plutôt qu'allemand, et donc m'a envoyé les photos. Ce qui fait que, voilà, j'ai des magnifiques hectares qu'elle m'a envoyés. Malheureusement, je n'ai pas de quoi les scanner, donc j'ai des mauvaises reproductions. Mais enfin, c'est évidemment du même ensemble. Alors enfin, pour terminer sur les hasards complets, à Saint-Gervais, dans la baie 18, celle qui suit Salomon du côté sud, il y a des vitraux qui provenaient de l'abside de l'église. Et il se trouve que une scène ici a été réadaptée, mais elle est dessinée par Lafaille dans sa baie d'origine, c'est-à-dire tout à fait en haut. On la reconnaît un peu. Et en traînant à Dreux en 2001, voilà que je tombe sur quelque chose qui ressemblait quand même beaucoup à cela. Et je me souvenais, pour l'avoir à la maison, du livre de Lucien Magne, 1885, où c'est représenté. Donc quand on compare les deux, on voit que c'est un morceau de la même scène, amputé d'un des jumeaux, Gervais ou Protet a disparu, mais on reconnaît bien le soldat avec sa main levée en haut, le Saint-Pierre qui est derrière, enfin bon. Et il se trouve que cette vente, elle s'est déroulée en ma présence, mais personne n'enchérissait. Donc il y avait un seul enchérisseur au téléphone, donc j'ai levé le doigt jusqu'à ce que ça soit à moi. Et je l'ai fait, histoire que ça ne disparaisse pas à nouveau dans le commerce d'art. Et donc, Carnavalet les a récupérés depuis, mais surtout, Elisabeth Pillet a expliqué ensuite leur passage dans le commerce d'art. C'est-à-dire que le musée Carnavalet les avait confiés en 1948 pour restauration, en l'occurrence pour cela à François Lorrain. La restauration n'a pas été commandée vraiment, donc c'est resté stocké chez Lorrain. Celui-ci est mort en 1972, et à ce moment-là, c'est passé dans le commerce d'art. Donc, à ce moment-là, ou en tout cas avant 2001, ça a été vendu par ses successeurs ou par ses héritiers. Voilà. Et bon, alors, voilà une des aventures. Il y avait ce panneau, mais il y en avait un autre qui paraissait, par sa facture évidemment, marcher avec, et que j'ai emporté aussi, et donc qui se trouve au musée Carnavalet, qui les expose après restauration par Anne Pinto, et non loin de ce que Elisabeth vous montrera en détail à sa conférence du 26 mars, c'est-à-dire les vitraux au parcours particulièrement intéressant qui vient de ses recherches sur Prosper Lafaille,
aboutissant à l'achat par le musée des panneaux qu'elle a retrouvés dans un château de la Drôme.